Chapitre 9. Ce que je suis. Nous remontions à présent vers le nord, vent debout. Depuis la proue, les côtes de la Grèce étaient visibles, et je constatais déjà combien cette terre différait de celle que j'avais toujours vécue, de celle où j'avais toujours vécu. On apercevait bien un peu de verdure, des bosquets de pins, des chênes, des cyprès noirs dressés vers le ciel. Mais quel contraste avec les prairies luxuriantes du comté, sans cesse balayées par des vents d'ouest chargés de pluie. Ici, tout était sec, aride. Le soleil qui nous brûlait la nuque roussissait les collines. Nous étions à moins d'une heure du port d'Igoumenitsa. Or, l'océan et ses créatures n'en avaient pas fini avec nous. Un son aigu s'éleva, strident, dominant le bruit des vagues contre la côte rocheuse. Bill Arkwright et John Gregory échangèrent un regard perplexe. Au même moment, la Céleste fit une brusque embardée qui nous jeta au sol, tandis que la proue virait vers tribord. Nous nous remîmes debout en titubant. Stupéfait, je remarquai alors que nous foncions droit vers les récifs déchiquetés. « Des sirènes !» cria Arkwright. Dans le bestiaire de l'épouvanteur, un chapitre était consacré à ces créatures féminines qui usaient de leur voix enchanteresse pour entraîner les marins sur des écueils et couler leurs navires. Après quoi, elles tiraient les malheureux dans les profondeurs, où ils se noyaient et se repaissaient de leur chair. Le septième fils d'un septième fils possédait un certain degré d'immunité contre de tels maléfices, alors qu'un simple matelot était vite à leur merci. Je suivis les épouvanteurs jusqu'à l'avant. Les voix s'élevaient si aiguës que j'en avais les dents agacées. Pourtant, je sentais monter en moi la terrible tentation de répondre à leur appel. Je la refoulai durement, et elle s'éteignua. Presque tout l'équipage s'était regroupé à la proue, le regard fixé sur la source de ce chant ensorceleur. Le capitaine, les yeux exorbités, serrait le gouvernail avec tant de force que les muscles de ses bras saillaient. Une expression égarée sur le visage, il menait le bateau droit vers les récifs, qui nous attendaient telles les énormes mâchoires d'une bête affamée. Maintenant, je distinguai les sirènes. De très belles femmes à la peau et à la chevelure dorée, allongées sur les rochers avec une grâce royale. Je retins mon souffle, me concentrai. Je les vis changer peu à peu. Jusqu'à ce que leur véritable apparence se révèle. Si leur corps était toujours celui d'une femme, leurs longs cheveux verdâtres, emmêlés d'algues, encadraient des visages monstrueux, aux lèvres gonflées, retroussées sur d'énormes crocs. Les marins n'étant pas immunisés contre comme les épouvanteurs, ne percevaient que les illusions. Or, ils étaient séparés de leur épouse depuis de longues semaines. Lâchant son bâton, Arkwright empoigna la capitaine par les épaules et tenta de le tirer en arrière. J'avais eu maintes fois l'occasion, au cours de nos entraînements de combat, de constater à mes dépens quelle force il possédait. Néanmoins, il fut incapable de faire lâcher prise aux marins. John Gregory vint à la rescousse. Quelques matelots quittèrent alors la proue et s'avancèrent en brandissant des matraques. On ne pouvait avoir de doute sur leurs intentions. Ils brûlaient du désir de rejoindre les sirènes. Ils étaient prêts à assommer quiconque les en empêcherait. « Arrière !» rugit l'épouvanteur. Son bâton dessina dans les airs un arc de cercle menaçant. Les hommes ensorcelés par les chants continuaient d'avancer, le regard fou. L'épouvanteur frappa l'un d'eux au poignet, et sa matraque lui tomba des mains. Le marin recula d'un pas avec un grognement de douleur. Je vins me placer à côté de mon maître, le bâton levé en position de défense. Nous n'avions ni un ni l'autre fait sortir la lame rétractable. Nos adversaires formaient l'équipage de la Céleste, et nous ne voulions pas les blesser. C'est aussi pourquoi Arkwright se battait à main nue avec le capitaine plutôt que de lui briser la crâne avec son bâton. Soudain, maman surgit et s'approcha des deux lutteurs. Elle roulait entre ses pommes quelque chose qu'elle enfonça dans l'oreille du gauche du capitaine. Arkwright le força à tourner la tête, et elle fit la même chose avec l'oreille droite. D'une voix douce, pour couvrir le bruit des vagues, heurtant les récifs, dangereusement proche à présent, elle déclara « Vous pouvez le lâcher ». Le comportement du capitaine changea aussitôt de façon spectaculaire. Il poussa un cri d'horreur et grimaça de répulsion. Les sirènes allongées sur les rochers venaient de lui apparaître sous leur véritable apparence. Il se mit à tourner le gouvernail avec frénésie. Le navire vira lentement et commença à s'éloigner des effroyables créatures. L'équipage se rua en avant. Bill Arkwright, John Gregory et moi pointâmes nos bâtons, prêts à contenir la troupe furieuse. Mais les voix ensorceleuses se perdaient déjà dans le lointain tandis que le vent arrière écartait rapidement la Céleste de la côte. J'observais les expressions incrédules et horrifiées des marins devant ces affreuses créatures qui sifflaient de rage en découvrant leurs crocs. Enfin, une à une, elles se laissèrent glisser dans la mer où elles disparurent. J'ai mis de la cire dans les oreilles du capitaine, me dit maman. C'est une méthode aussi simple qu'efficace, utilisée depuis toujours par les gens d'ici.
Quand on n'entend pas leur chant, les sirènes n'exercent plus aucun pouvoir. On en trouve souvent le long de nos rivages. Pourtant, je croyais cette côte sûre. La puissance de l'obscur augmente. En voici une nouvelle preuve. Lorsque le capitaine eut enlevé les bouchons de cire, maman lui expliqua, ainsi qu'à l'équipage éberlué, à quel danger il venait d'échapper. Puis nous reprîmes notre route, gardant désormais une distance prudente avec cette côte perverse. Nous n'avions pas encore mis pied en Grèce, que nous avions déjà dû affronter les pirates et des sirènes. Nous accostâmes au port d'Igoumenitsa en fin de matinée. Nous restâmes à bord le temps que l'on décharge nos provisions, peu disposés à quitter la sécurité du navire. Une terre étrangère nous attendait, l'air chaud, chargé de senteurs épicées, semblait lourd de menaces inconnues. Tard dans l'après-midi, un nuage de poussière s'éleva sur la route menant au port. On vit bientôt émerger une troupe de cavaliers à la mine féroce qui galopèrent jusqu'au quai. Barbus, le visage couturé de cicatrices, ils étaient vêtus de tuniques brunes et portaient une épée au côté. Derrière eux avançait un chariot recouvert d'une bâche noire. Les cavaliers s'arrêtèrent, alignés sur le quai face au bateau, et attendirent en silence. Maman sortit de sa cabine, son capuchon relevé, un voile sur la tête, et les examina depuis le pont. Au bout d'un moment, elle se tourna vers moi. « Ce sont des amis, mon fils. Sur cette terre dangereuse, nous aurons besoin d'eux, surtout en cas d'attaque de Ménade. Viens les saluer avec moi. » Sur ces mots, elle m'entraîna vers la passerelle. Dès que nous fûmes sur le quai, les cavaliers mirent pied à terre et nous entourèrent avec des sourires bienveillants. Maman se plaça dos au soleil et souleva son voile. Puis elle s'adressa à eux d'une voix chaude. J'essayai de saisir ce qu'elle disait, mais elle parlait vite, et bien que la langue qu'elle employa sonna comme le grec, je n'en comprenais pas un mot. Enfin, elle posa la main sur mon épaule et déclara Ouios, ce qui signifie fils. Ensuite, elle répéta Hepta, 7. J'en déduisis qu'elle me présentait comme le 7e fils d'un 7e fils. Quoi qu'il en soit, ces hommes avaient à présent les yeux fixés sur moi et de nouveau ils sourirent. Désignant un type corpulent aux épais cheveux noirs au centre du groupe, elle dit Voici Sélénos, un grand ami et un homme intrépide. Son courage n'a d'égal que son goût pour la bonne chèvre et le bon vin. Et coucou Alice et merci beaucoup Gargada pour le raid. J'espère que le sport s'est bien passé et que la douche sera tout aussi agréable que le sport. Donc, voici Sélénos, un grand ami et un homme intrépide. Son courage n'a d'égal que son goût pour la bonne chair et le bon vin. Ici, il est à peu près l'équivalent d'un épouvanteur. Il est expert en matière de lamia et d'élémentaux ardents. Ses connaissances nous seront très utiles si nous réussissons à pénétrer à l'intérieur de l'Orde. Elle s'adressa à lui, et Sélénos opina de la tête. Maman traduisit. Je lui ai expliqué que ta vie est aussi importante que la mienne, et je l'ai chargé d'assurer ta sécurité à tout instant. Quelle langue parles-tu, maman? Ça ressemble au grec, pourtant je n'en comprends pas un mot. Au moins, t'as fait quelque chose, regarde. Déjà beaucoup. Tu communiqueras sans problème avec la plupart des personnes que nous allons côtoyer, m'assura-t-elle. Mais ces hommes viennent du Nord et ils emploient un dialecte que les gens du Sud qualifient de barbaresque. Sélénos s'avança d'un pas et déclara non sans fierté. Je parle un peu votre langue. Ta mère me dit que tu es un ennemi de l'obscur et un bon apprenti. Je t'enseignerai ce que je sais. Je connais bien cette terre et ses dangers. Merci, je vous en serai très reconnaissant. De toute façon, mon fils, intervint maman, nous n'entamerons pas notre périple vers l'Est avant demain. Nous passerons cette dernière nuit sur la Céleste, où nous sommes à peu près en sécurité. Cependant, je veux te montrer certaines choses et t'en expliquer d'autres. Nous allons faire une courte excursion. Nous serons de retour en fin de journée. Elle se dirigea vers le chariot bâché. Le conducteur sauta à terre et souleva le pan de toile noire qui fermait l'ouverture pour nous laisser grimper. Je fus surpris par la fraîcheur qui régnait à l'intérieur. Je regrettais de ne pas pouvoir regarder le paysage. Mais que maman soit à l'abri du soleil brûlant valait bien ce petit sacrifice. Escortés par la troupe de guerriers, nous roulâmes vers le sud environ 1 heure. Nous ralentîmes alors, et il me sembla que nous montions une côte. Nous n'échangeâmes pas un mot de tout le trajet. J'aurais aimé interroger maman, mais quelque chose dans son attitude me conseillait de n'en rien faire. Elle attendait visiblement que nous soyons arrivés à destination. Quand nous stoppâmes enfin, je la suivis dehors et clignai des yeux, ébloui par l'intense luminosité. Nous étions au sommet d'une colline rocheuse. La mer étincelait au loin. Devant nous se dressait une grande maison blanche avec un jardin clos à l'arrière. La peinture des murs s'écaillait et les volets auraient eu besoin, eux aussi, d'un bon coup de bois de Dijon.
Les cavaliers restèrent en selle pendant que maman me conduisait vers l'entrée. Elle introduisit une clé dans la serrure et poussa la porte. Les gonds émirent un gémissement de protestation, à croire que personne n'avait pénétré ici depuis des années. Une fois à l'intérieur, maman souleva son voile, elle traversa la maison, plongée dans une demi-obscurité. Je saisis un mouvement furtif sur ma gauche. Je crus d'abord que c'était un rat. Ce n'était qu'un lézard vert, qui fila le long du mur et disparut dans un trou. Maman utilisa de nouveau sa clé pour ouvrir la porte de derrière. Elle rabaissa son voile et nous sortîmes dans le jardin. C'était une stupéfaction, non, c'était une stupéfiante oasis de verdure, un véritable délice pour les yeux, quoique sauvage et négligé. L'eau jaillissait d'une fontaine de pierre au centre, arrosant un fourré de hautes herbes, de buissons et d'arbustes. Maman désigna un arbre au tronc tordu près de la fontaine. Regarde, c'est un olivier. Ces arbres peuvent vivre des siècles et donnent des fruits dont on tire une huile délicieuse. Celui-ci a plus de 200 ans. J'acquiesça avec un sourire, envahi par une brusque vague de nostalgie. L'arbre de maman était si rabougri comparé aux grands chênes, aux frênes et aux sycomores du comté. Asseyons-nous à l'ombre, proposa-t-elle. Je la suivis jusqu'à un banc adossé au mur de pierre. Une fois assise, elle releva de nouveau son voile. Ton père t'a parlé de cette maison et de ce jardin, n'est-ce pas demanda-t-elle. Une seconde, je restai perplexe, puis je me souvins. C'était ta maison, maman. C'est là où vous avez habité avec papa après qu'il t'a sauvé la vie. Peu avant sa mort, mon père m'avait raconté l'histoire de leur rencontre. À l'époque, il était marin. Alors que son bateau faisait escale en Grèce, il avait trouvé une jeune fille nue, attachée à un rocher avec une chaîne d'argent. Il l'avait protégée du soleil, dont la brûlure l'aurait tuée. Ensuite, il l'avait déliée, et ils avaient vécu ensemble dans cette maison, avant de partir pour le comté, où ils s'étaient mariés. La chaîne d'argent, je m'en servais à présent pour mettre hors d'état de nuire les sorcières pernicieuses. Elle hocha la tête. Oui, c'était ma maison. Je désirais que tu la voies, mais je t'ai surtout amené ici pour être seul avec toi sans risquer d'être dérangé. Il y a une chose que tu dois savoir, mon fils. Je n'aurai peut-être plus l'occasion de t'en parler. Cela m'est très difficile. Il faut que je te le dise ce que je suis. Que tu es, maman répétai-je. Les battements de mon cœur s'étaient soudain accélérés. J'avais beaucoup attendu ce moment. Maintenant que la vérité allait m'être révélée, j'étais empli d'effroi. Elle prit une profonde inspiration et garda le silence plusieurs minutes. Enfin, elle avoua. Je ne suis pas humaine, Tom. Je ne l'ai jamais été. Ça m'est égal, maman. Je sais ce que tu es. Il y a longtemps que je l'ai compris. Tu es une sorcière lama, comme tes sœurs. Une vengire, une de celles qui volent. Mais tu as été domestique. Pendant des années. Tu es une bénévolente. Je pensais bien que tu saurais additionner deux et deux, soupira-t-elle. Et j'aimerais que tu aies raison. Malheureusement, tu fais erreur. Je me dépêchai d'intervenir. Alors, tu es une sorte d'hybride. Non, Tom, je ne suis pas une hybride. Ce que je suis dépasse de très loin tes pires suppositions. Elle s'interrompit et me regarda les larmes aux yeux. Mon cœur cognait à un rythme affolé. Qu'allait-elle me révéler? Vois-tu, mon fils, continua-t-elle, je suis une Lamia, la première d'entre elles. Je retins mon souffle. La tête me tournait. J'avais entendu les mots, mais ils n'avaient pas de sens. Que veux-tu dire, maman? Je, je sais que tu es une Lamia, une domestique, une bénévolente. Écoute-moi attentivement, Tom. Je suis Lamia, la mère de toutes les autres. Une douleur aiguë me vrilla la poitrine. Non, maman, non! Ça ne se peut pas! Tout ce que j'avais lu dans la bestiaire de l'épouvanteur me revint d'un coup. La déesse Héra avait tué les rejetons de Lamia, et sa vengeance avait été terrible. Elle s'était mise à massacrer des enfants, puis des jeunes gens, tuant et tuant sans relâche. À ton visage, je vois que tu sais ce que j'ai fait. Tu connais mes crimes, n'est-ce pas? Tout ce que je peux avancer pour ma défense, c'est que la perte de mes petits m'avait rendu folle de douleur. J'ai assassiné des innocents, et jamais je ne me le pardonnerai. Mais j'ai fini par choisir le parti de la lumière, et passer le reste de ma longue vie à me racheter de mon mieux. C'est impossible, maman, balbutiai-je. J'ai lu dans un livre de mon maître que cette créature avait été tuée par 3 de ses propres filles, les premières sorcières Lamia. Elles l'ont mise en pièces et ont jeté ses restes en pâture à une horde de sangliers. Ça ne peut pas être toi, elle est morte. Oh, ne crois pas tout ce que disent les livres, mon fils. Bien des histoires sont transmises de bouche à oreille, pendant des lustres avant d'être réécrites. Au cours du temps, la vérité a été modifiée. Il est vrai que j'ai donné naissance à les triplés, les premières sorcières Lamia. Il est vrai aussi que nous nous sommes querellés. Cependant, jamais nous ne nous sommes battus. Bien que leurs paroles m'aient brisé le cœur, elles n'ont jamais levé un doigt contre moi. Elles sont mortes à présent, bien,
Mais leurs filles sauvages se sont multipliées, infestant la Grèce entière, faisant de ces montagnes les lieux les plus dangereux de la terre. Voilà la vérité. Une pensée me frappa alors. Maman, tu as des sœurs. La mienne n'a pas eu de sœur. Elle était la première, l'unique, la mère de toutes les autres, comme tu dis. Je les appelle mes sœurs, et c'est ce qu'elles sont pour moi, parce que nous combattons ensemble, Lordine et le malin depuis tant d'années. Notre lutte a commencé bien avant que je vienne m'installer dans le comté avec ton père. En réalité, elles sont mes descendantes, filles des filles de mes filles. Elles ne sont pas mes sœurs, elles ne sont mes sœurs qu'en esprit. Mes pensées tournoyaient dans ma tête sans que j'arrive à les mettre en ordre. Les larmes ruisselaient sur mes joues. Gêné, je les essuyai d'un revers de main. Maman passa un bras autour de mes épaules. Cela s'est passé il y a très longtemps, mon fils. Des siècles et des siècles. Au cours d'une vie aussi longue, on évolue, on change, on devient quelqu'un d'autre. Je n'ai plus rien en commun avec la lamière meurtrière des origines. Je me suis mise depuis tant d'années au service de la lumière. J'ai épousé ton père afin de lui donner 7 fils. Je t'ai conçu et porté comme une offrande au comté. Une offrande au monde. Car c'est en toi que réside le pouvoir de détruire le malin. Et d'ouvrir une ère nouvelle, une époque de lumière. Lorsque tout sera accompli, ma pénitence s'achèvera. J'aurai enfin payé pour mes crimes. Je sais que c'est dur à entendre. Sois brave et souviens-toi que tu es bien plus qu'une arme contre l'obscur. Tu es mon fils et je t'aime, Tom. N'en doute jamais, quoi qu'il arrive. J'étais incapable de prononcer un mot. Nous retraversâmes la maison en silence, maman verrouilla la porte, et nous regagnâmes le chariot à grands pas. Un bref instant, elle s'arrêta pour regarder en arrière. Je ne reviendrai plus ici, dit-elle avec tristesse. Le souvenir de ton père est si vif. Cela ravive ma douleur de l'avoir perdu. Tout le temps du retour, je m'efforçais d'assimiler les paroles de ma mère. La révélation qu'elle m'avait faite était terrible. Il me faudrait une grande force d'âme pour accepter la vérité.